Vous venez au catéchisme pour vous débarrasser de toutes les vieilles croyances de l'Afrique, puis pour bien apprendre comment fonctionne la vraie religion du bon Dieu. L'Afrique que vous avez trouvée à votre naissance, est-ce qu'elle marche avec la religion du bon Dieu? Non. L'Afrique, ça ne marche pas avec la religion. Pourquoi l'Afrique ne marche-t-elle pas avec la religion du bon Dieu? L'Afrique ne peut pas marcher avec la religion du bon Dieu parce que l'Afrique, ce sont les lois. Et la religion du bon Dieu, c'est le bon Dieu. On ne fait pas cuire le concombre avec l'aubergine. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est Dieu. Et puis, c'est le Sauveur. C'est lui qui a souffert, qui est mort pour nous sortir de l'Afrique. Billet de catéchèse mis en circulation en Haïti par l'Église catholique vers les années 1940. Vidéo et montage Technical Fall Productions. Direction artistique et de la photographie Winnie J. Microphone Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Si vous avez prêté attention au texte du début de l'émission, nous allons parler, vous l'aurez compris, d'un concept en droit international qu'on appelle le génocide culturel. Qu'est-ce que c'est que le génocide culturel? Le génocide culturel, c'est la destruction systématique, c'est la destruction intentionnelle de l'identité culturelle d'un individu, de l'identité culturelle d'une communauté, de l'identité culturelle d'un peuple, d'une nation, à des fins économiques, à des fins religieuses, à des fins idéologiques, à des fins raciales. Et nous allons voir que l'un des outils utilisés par les colons d'hier, les néocolons d'aujourd'hui, ceux que j'appelle les pays tuteurs, contre les Afro-descendants, contre les Africains, c'est justement le génocide culturel. Or, pour pouvoir nous développer véritablement, pour nous développer en tant que personne, pour développer nos pays, nous devons comprendre comment fonctionne le génocide culturel, sur quel ressort il repose et surtout comment nous en débarrasser. Aussi longtemps que nous sommes pris dans les rets du génocide culturel, nous n'irons nulle part en matière de développement. Donc, ce matin, nous allons parler du génocide culturel. Vous connaissez le rituel à ce stade-ci. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Offrez-vous tout ce qui est de nature à vous garder éveillés, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Avez-vous le dernier livre du docteur Jean-Fils Aimé? Si, le prochain livre du docteur Jean-Fils Aimé sort cette année. Il s'intitule « Être noir, une fabrication occidentale. Comment détruire la matrice ». Suivez nos annonces, vous pourrez le commander en pré-vente très bientôt. Le livre sera disponible en français et en anglais. Restez à l'affût. On est ensemble. Je voudrais prendre le temps de saluer la mémoire de 215 petits autochtones du Canada, dont on a retrouvé les cadavres sur les sites de ce qu'on appelle par euphémisme les pensionnats des autochtones du Canada. Je dis bien par euphémisme car, en apparence,
on pensait que c'était des écoles, on pensait que c'était des lieux de résidence pour des autochtones, mais c'était au fait, et je pèse mes mots ici, des camps de concentration conçus par les autorités politiques et religieuses du Canada, entretenus systématiquement par elles afin de détruire l'identité de ces autochtones. Et puisqu'on mesure la grandeur d'une communauté à sa capacité de sympathiser avec les autres communautés, en tant qu'afro-descendant, je voudrais prendre le temps de saluer la mémoire de ces 215 petits autochtones, saluer aussi le courage de leurs parents, car beaucoup d'entre eux vivent encore. Ces autochtones qui ont subi, ici en Amérique du Nord, un génocide culturel. Et la démonstration que je voudrais faire à l'émission d'aujourd'hui, c'est la suivante, c'est que le colon, qu'il se retrouve en face d'un autochtone, comme ici au Canada, qu'il se retrouve en face d'un Africain, d'un afro-descendant, il adopte toujours le même comportement car il a la même motivation. Quelle est sa motivation? Tuer la personne, non pas physiquement, mais la tuer au niveau de son identité, la tuer au niveau de son estime de soi, de manière à contrôler ses ressources, de manière à contrôler cette personne pour toujours. Je voudrais donc prendre le temps de saluer la mémoire de ces 215 petits autochtones. Comment tout cela a commencé? Eh bien, historiquement, les autochtones vivent sur ce continent depuis au moins 15 000 ans. Ils avaient leur mode de vie, ils avaient leur langue au pluriel, ils avaient leur culture, ils avaient leur spiritualité et ils n'ont jamais attaqué les Européens. Les Européens, eux, avaient des difficultés énormes chez eux. Ils se faisaient la guerre, depuis toujours. Ils avaient des difficultés économiques car ils n'avaient pas suffisamment de ressources pour nourrir tout le monde. Ils faisaient face à des difficultés de santé car ils étaient aux prises avec toutes sortes d'épidémies. Et afin de résoudre leurs problèmes, ils ont décidé d'aller ailleurs. C'est ainsi donc que, dès le XVe siècle, les premiers Européens ont commencé à venir ici en Amérique du Nord. 15e, 16e, 17e siècle, au début c'était les Français, par la suite c'était les Britanniques. Et normalement, quand vous arrivez chez des gens, et qu'en plus vous bénéficiez de leur hospitalité, on s'attend à ce que vous fassiez montre de réciprocité. C'est une règle de vie, c'est une question de vivre ensemble entre humains. Mais ce n'est pas ça que les Européens ont fait. Ils ont déclaré la guerre à ces autochtones, ils leur ont livré bataille, et petit à petit, au fil des années, au fil des siècles, ils vont réussir leur génocide. Leur génocide au sens premier ici, en ce que ils ont tué des collectivités, ils ont tué des peuples qui ne leur ont rien fait. Ils les ont tués par des armes, à la suite des guerres qu'ils ont déclarées. Ils les ont tués par des maladies qu'ils ont importées ici en Amérique du Nord. Et dans un premier temps, leurs maladies ont fait plus de morts que les armes de guerre. Et pour le reste, ils ont dit, nous n'avons même plus besoin de les tuer physiquement. Nous n'avons même plus besoin de les tuer, si vous voulez, par des armes. Nous pouvons procéder autrement. Nous allons en garder une certaine quantité, un très petit nombre, mais cela, nous allons les tuer, non pas physiquement, nous allons les tuer spirituellement, nous allons les tuer du point de vue de leur identité. C'est précisément ce qu'on appelle le génocide culturel.
Mais vous notez que si vous prenez un livre d'histoire qui raconte le voyage des Européens vers l'Amérique, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, c'est un tout autre récit que les Européens, c'est un tout autre récit que les Occidentaux vont rapporter. Déjà, vous notez que on va les présenter comme des explorateurs. C'est ainsi que dans nos manuels jusqu'à présent, les Européens qui viennent agresser les autochtones, les Européens qui envahissent le territoire des autochtones sont présentés comme des explorateurs. Le vocabulaire ici est important parce que, entre-temps, les Occidentaux se sont donné un concept juridique qu'on appelle la doctrine de la découverte. Écoutez bien en quoi consiste la doctrine de la découverte. La doctrine de la découverte procède ainsi. Tout territoire qui n'appartient pas à un occidental, tout territoire qui n'appartient pas à un peuple chrétien, tout territoire qui n'est pas contrôlé par une souveraineté chrétienne, peut être déclaré par un Européen chrétien et ce territoire-là sera considéré comme sien au nom de la doctrine de la découverte. Est-ce que vous entendez cela, cette arrogance-là? Et ne pensez pas que c'était un principe tacite, c'était une loi écrite. La doctrine de la découverte procède de cette manière. Si un occidental, si un Européen arrive par exemple en Afrique, si un Européen arrive, n'est-ce pas par exemple, comme il va s'agir ici du Canada, arrive ici en Amérique, peu importe que le territoire ait été habité par d'autres peuples, peu importe que ce territoire ait été géré par d'autres souverainetés, pourvu que ces peuples-là ne soient pas chrétiens, un Européen, un chrétien peut déclarer que désormais ce territoire lui appartient, car c'est lui qui l'a découvert. Et puisque c'est lui qui l'a découvert, par le fait même, ce territoire devient sien et il peut s'y établir, il peut, n'est-ce pas, établir sur ce territoire ses propres règles, ses propres lois, quitte à tuer ceux qui y vivaient. Je ne connais pas votre âge, mais en tout cas en mon temps, quand on présentait l'invasion de Christophe Colomb, on disait de Christophe Colomb qu'il a fait la découverte d'Haïti, par exemple, un 5 décembre. On n'a pas dit qu'il a envahi les premiers habitants de l'île d'Haïti. On n'a pas dit qu'il les a agressés. On a dit qu'il a découvert. Et c'est un terme du point de vue du droit international qui est fort en signification. Ça veut dire, puisque c'est lui qui l'a découvert, désormais, ce territoire, il peut le réclamer comme lui appartenant et il peut se soumettre, ceux qui y vivent, au nom de l'idéologie chrétienne. Car au nom de la doctrine de la découverte, non seulement peut-on s'approprier le territoire d'un autre, mais cet autre qui vivait sur ce territoire, on peut le réduire en esclavage au nom du principe ou au nom de la doctrine de la découverte. Et vous allez voir, s'agissant des États-Unis, ils ont une façon encore plus édulcorée, ils ont une façon beaucoup plus romantique encore de parler de l'agression des autochtones par les Anglais. Ils vont nous dire que les Britanniques étaient persécutés pour des raisons religieuses dans leur pays, en Angleterre. Alors ils ont fui l'Angleterre en quête d'une terre de liberté où ils pourraient pratiquer leur religion. Et en arrivant, n'est-ce pas, en Amérique, dans ce qui allait devenir les États-Unis d'Amérique, ce qu'on oublie de nous dire, ou plutôt ce qu'on choisit de ne pas nous dire, c'est que ces Anglais, sous prétexte qu'ils cherchaient la liberté religieuse, vont littéralement exterminer des autochtones, un génocide, avant de pratiquer un autre type de génocide, un génocide culturel, en assimilant ces autochtones à leur propre mode de vie. Que ce soit les Français, que ce soit les Anglais, ils ont fait la même chose en arrivant en Amérique.
L'agression n'est plus une agression. L'invasion n'est plus une invasion. L'extermination n'est plus une extermination. C'est une découverte. Et maintenant, devant les autochtones qui ne sont pas morts par leur premier génocide, eh bien, les Anglais, les Français vont choisir d'exterminer le reste, non pas physiquement, mais en pratiquant ce qu'on appelle le génocide culturel. Je reprends ma définition. Qu'est-ce que c'est que le génocide culturel? Le génocide culturel, c'est la destruction ou l'extermination de l'identité culturelle d'une collectivité, d'une communauté, d'un peuple, d'une nation ou d'un individu. À quelle fin? À des fins économiques ou commerciales, à des fins religieuses, à des fins idéologiques, à des fins raciales. Et je vais vous montrer que ce que les autochtones ont subi sur leur propre territoire en Amérique, c'est ce que nous avons subi, ce que nos ancêtres ont subi chez eux en Afrique et ce que nous continuons de subir aujourd'hui. Le génocide culturel, c'est probablement l'arme la plus insidieuse du colon d'aujourd'hui. Elle est insidieuse parce qu'on ne s'en rend pas compte. On croit être libre. Mais par l'assimilation, le colon tue notre identité et s'assure de contrôler nos ressources et de contrôler nos personnes pour toujours. Alors, partons de l'exemple macabre du génocide culturel qu'ont subi les autochtones ici au Canada avant d'établir le paradigme comportemental des colons vis-à-vis des Noirs, c'est-à-dire des Africains et des Afro-descendants. Commençons par voir l'intention. L'occidental se dit, nous avons tenté d'exterminer tous ces autochtones et nous avons presque réussi physiquement, nous avons réussi notre génocide de ces autochtones, mais il en reste encore. Sauf que le temps évolue, nous sommes au 19e siècle, nous avons procédé à l'abolition de l'esclavage. Il n'est pas normal, il n'est plus convenu, il n'est plus moralement acceptable, ce serait pas bon pour notre image de continuer à tuer physiquement les autochtones. Il nous faut procéder autrement. Laissez-moi vous le dire. Il y a quelque chose qu'on appelle la férocité blanche, les amis. Il y a quelque chose qu'on appelle la férocité occidentale. Ce n'est pas un mythe, cela. La culture occidentale, la civilisation occidentale repose véritablement sur la violence. La civilisation occidentale repose véritablement sur la férocité. Sans de la violence, l'occidental arrête tout simplement d'exister. Sans sa violence, l'occidental cesse tout simplement de s'enrichir. Donc pour s'enrichir, pour croître, pour se développer, il a besoin de pratiquer la violence contre les autres. Et donc ils se disent, puisque nous sommes au 19e siècle, il n'est plus moralement acceptable de détruire physiquement les autochtones, nous devons procéder autrement. Comment allons-nous procéder? Le beau prétexte, écoutez bien, il nous faut civiliser ces sauvages. Est-ce que vous entendez le terme civiliser? C'est au nom de la civilisation que les Européens sont arrivés chez nous en Afrique et qu'ils ont réduit nos ancêtres en esclavage car ils ont dit ces gens-là ce sont des sauvages et si on veut les exposer à la civilisation, c'est-à-dire à notre mode de vie, nous devons les assimiler. Nous avons ce fardeau de l'homme blanc. Le white man's burden. Nous avons ce fardeau de l'homme blanc de civiliser les autres. Eh bien, ces autochtones sont des sauvages. Nous avons pour responsabilité de les civiliser. Et même dans la lettre de la loi que les autorités canadiennes vont voter, on retrouve le mot sauvage. C'est la loi sur les sauvages.
En quoi va consister cette loi? L'une des premières décisions, ils vont confiner les autochtones dans des territoires. Et vous savez comment on appelle ces territoires? Des réserves. Imaginez, des gens qui sont chez eux depuis au moins 15 000 ans. Ils n'ont jamais attaqué les Européens, peut-être ont-ils ignoré jusqu'à leur existence. Ils arrivent, ces Européens-là, chez eux, les autochtones, ces derniers leur offrent l'hospitalité et en retour, cela vole leurs ressources, cela vole vole leur territoire et de guerre lasse, ils ont dit, nous allons vous confiner sur un certain territoire et nous allons appeler ces territoires des réserves indiennes, comme lorsqu'on a des réserves pour des animaux en voie d'extinction. Et non content de confiner ces gens-là sur un territoire, malgré le fait que tout le continent leur appartenait jusque-là, les Européens, les Occidentaux, chrétiens ont dit, il nous faut les civiliser. Ah, la civilisation. Et j'aime bien la manière dont les Occidentaux, j'aime bien de manière ironique, dont les Occidentaux parlent de civilisation. Pour eux, le mot civilisation est toujours au pluriel. Donc il n'y a qu'une seule façon de vivre, il n'y a qu'une seule culture, il n'y a qu'un seul mode de vie, il n'y a qu'une seule façon d'habiter le monde, c'est la civilisation occidentale, et ceux qui se retrouvent en dehors de cette civilisation doivent être tués physiquement ou être assimilés à ce mode de vie, ce qui n'est pas mieux car c'est un génocide culturel. Dans leur désir de civiliser les sauvages ne sont pas toujours ce qu'on croit, ils vont se donner 3 objectifs. Écoutez bien. En vue de civiliser les autochtones, nous devons, primo, les évangéliser. Nous devons, segundo, les scolariser. Nous devons, tertio, les assimiler. Remarquez bien l'ordre des choses. Nous allons les évangéliser, nous allons les scolariser et nous allons les assimiler. Et vous allez voir, c'est toujours comme ça que l'occidental procède quand il est en présence de l'autre. Il met en avant sa religion. C'est très insidieux parce que quand on voit un prêtre, d'abord il est en soutane, il vient avec sa croix, il fait vœu de chasteté, donc il va pas toucher à ma femme, il va pas toucher à mes enfants, mon œil. Il fait vœu de pauvreté, donc il ne va pas voler mes ressources, mon œil. Il arrive avec une bonne sœur qui elle aussi fait vœu de chasteté, donc le sexe elle connaît pas, mon œil, qui elle aussi fait vœu de pauvreté, donc elle ne touchera pas à mes ressources, mon œil. Eh bien, l'image elle est innocente. Le pédophile porte une soutane, le voleur porte un crucifix, la prostituée elle porte une belle robe, donc notre vigilance, notre niveau de vigilance tombe car ce sont des prêtres, ce sont de bonnes sœurs, c'est monsieur le curé et c'est souvent comme ça que l'occidental procède, il nous envoie ces religieux. Ne notons-nous pas qu'aujourd'hui encore c'est de cette manière qu'on nous a servi? Les religions qui pullulent dans notre pays, dans nos pays respectifs, les religions, j'allais dire, qui polluent nos pays respectifs, ne sont-elles pas des religions importées? Ne sont-elles pas justement des religions exportées par l'occidental, celui qui nous aime tellement qu'il a réduit nos ancêtres en esclavage, celui qui nous a tellement aimés qu'il nous a colonisés pendant plus de 100 ans, et non content de la décolonisation, depuis les années 60, il nous néocolonise par justement la néocolonisation. Alors, en vue de procéder au génocide culturel, que fait-il? Il nous envoie sa religion. Je vous ai lu au début de l'émission cet extrait du livre de feu mon grand ami Joseph Augustin, le vaudou libérateur. Dans ce livre-là, lui qui fut un prêtre d'ailleurs, nous rappelle que dans les années 40, dans les années 1940, il y avait un billet de catéchèse mis en circulation par l'Église catholique
Et qu'est-ce que ce billet de catéchèse disait? À savoir, nous allons vous présenter l'évangile. Dans quel but? Dans le but de sortir l'Afrique de vous. À votre naissance, vous avez vu l'Afrique, mais rien en Afrique ne vaut la peine. Les croyances de l'Afrique ne sont pas bonnes. Les langues de l'Afrique ne sont pas bonnes. La culture de l'Afrique, n'est-ce pas, relève, n'est-ce pas, des cultures animales. Afin de vous sauver de vous-même, nous allons vous présenter la bonne religion, la religion du bon Dieu. Vous vous souvenez quand les Européens devaient réduire en esclavage nos ancêtres à partir de 1455, c'était justement la bulle Pontifex Romanus du pape Nicolas V qui a ouvert justement cette entreprise macabre. Par cette bulle, le pape a donné sa bénédiction aux Européens afin d'aller évangéliser. En sorte que l'Afrique est devenue une terre de mission, d'où le premier M. Les missionnaires sont toujours mis à contribution dans toute démarche d'esclavage, dans toute démarche de génocide, dans toute démarche de colonisation, dans toute démarche de néocolonisation. En sorte que il n'y aurait pas d'asservissement, il n'y aurait pas d'esclavage, il n'y aurait pas de colonisation, il n'y aurait pas de génocide ni de génocide culturel sans la contribution des curés, sans la contribution des bonnes sœurs, le M pour missionnaire. Le génocide culturel des autochtones a été possible parce que les autorités politiques ont mis de l'avant l'Église. Les autorités politiques ont demandé à l'Église d'aller évangéliser ces sauvages. De même, c'est le même paradigme. Les autorités politiques européennes ont envoyé l'Église prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile à ces Africains, aujourd'hui à ces Afro-descendants, parce que sans Jésus, ils sont perdus. Mais c'est terrible, hein? Au fait, c'est avec leur Jésus que nous sommes perdus. Parce que c'est avec leur Jésus que nous perdons notre identité. C'est avec leur Jésus aux yeux bleus que nous avons perdu nos langues. C'est avec leur Jésus aux yeux bleus que nous avons perdu nos savoirs. C'est avec leur Jésus aux yeux bleus que nous avons perdu notre spiritualité. Mais qu'à cela ne tienne, la religion fait partie de l'arsenal. La religion fait partie de l'attirail. La religion fait partie des armes de choix de l'occidental dans son entreprise de tuer l'autre. Il nous faut leur donner leur Jésus. On a besoin de leur apporter Jésus. Et vous allez voir, partout où il y a colonisation, il y a église. Partout où il y a esclavage, il y a église. Partout où il y a génocide culturel, il y a église. Dans l'un de mes livres, j'ai dit que quand vous entrez dans un pays africain, par exemple, ou bien quand vous allez dans un pays afro-descendant, l'une des institutions qui pullule le plus, c'est quoi? C'est les églises ou les mosquées. Parce que c'est par les religions importées qu'on réussit l'entreprise du génocide culturel. Et il nous faut nous arrêter un tout petit peu là, parce que ce premier M, il est insidieux. Qu'est-ce que la religion importée fait? La religion importée, elle tue votre spiritualité. Votre Dieu, c'est Satan. Vos esprits sont des démons. La spiritualité de vos ancêtres, ce sont des superstitions. La bonne religion, la religion du bon Dieu, la religion qui vous sauve, c'est celle que nous vous apportons, c'est le christianisme. Et j'ai déjà dit en ma qualité de théologien, et je mets quiconque au défi de me contredire, il n'y a pas de spiritualité dans la religion chrétienne. La religion chrétienne n'est pas une spiritualité. La religion chrétienne, c'est une idéologie. C'est une idéologie politique avec un vernis
de religiosité. C'est aussi la même chose pour l'islam, mais ça, ce sera une autre fois. Mais concentrons-nous sur le travail insidieux de génocide culturel perpétré par l'Occident en se servant de la religion. Deuxième outil du génocide culturel pratiqué par les autorités canadiennes contre les autochtones, qui est en même temps le deuxième outil du génocide culturel perpétré par les Occidentaux sur les Africains et les Afro-descendants, scolariser. Non seulement on va les évangéliser, on va leur apporter la bonne religion, on va leur apporter la bonne nouvelle, on va leur apporter Jésus-Christ, mais segundo, on va les scolariser, on va les éduquer. Les amis, ne nous trompons pas. L'éducation est quelque chose de puissant. L'éducation est probablement le levier le plus utile qu'on puisse offrir à un être humain. Mais lorsque l'éducation se trouve aux mains de tes ennemis, elle devient l'arme la plus terrible pour détruire ta jeunesse. Il y a une folie dans le fait que nos ennemis d'hier deviennent tout à coup nos éducateurs. En Haïti, nous avons commis la même erreur. Nous avons conquis notre indépendance en 1804 et tout de suite après notre indépendance, nous avons conclu un pacte avec le diable en invitant précisément les Français, ceux-là qui nous avaient réduits en esclavage, en invitant l'Église, cette institution qui servait de bras idéologique pour maintenir les Noirs dans l'esclavage, au nom de la malédiction de Cam, on a fait appel à l'Église, on a fait appel à la France pour venir nous éduquer. Mais quelle connerie n'avons-nous commise? En faisant appel à nos ennemis d'hier, pour qu'ils viennent chez nous comme éducateurs, vous savez ce qu'on fait? Nous leur livrons le cerveau de notre jeunesse. Nous leur livrons l'avenir de nos pays. Et en vérité, ils vont s'occuper du cerveau de nos jeunes de manière à ce que nous leur restions toujours soumis. C'est ce que les Canadiens ont fait contre les Autochtones. Par ce que les Canadiens appellent la scolarisation. Parce que les pays tuteurs d'autrefois, pensons à la France, pensons à l'Empire britannique, pensons aux États-Unis d'aujourd'hui, pensons à l'Espagne, pensons au Portugal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont emparés de nos cerveaux et y ont instillé toutes sortes de poisons. Quel est le premier poison que, par la scolarisation, les colons d'hier, les néocolons d'aujourd'hui, instille dans notre cerveau? La haine de nous-mêmes. Est-ce que vous réalisez quelque chose? Malgré le fait que la colonisation a pris fin dans les années 60, malgré le fait que l'esclavage a pris fin depuis le 19e siècle, par le système scolaire que nous avons hérité des esclavagistes d'hier, par le système scolaire que nous avons hérité des colons d'hier, on nous apprend la haine de tout ce qui est nôtre. La haine de nos langues. Nos langues sont traitées de patois. Nos langues sont traitées de dialectes. En tout cas, nos langues sont reléguées au second plan au profit de la langue du maître, qui devient la langue des gens civilisés. Le colon réussit à ce point son coup qu'aujourd'hui, la seule façon pour moi, en tant qu'afro-descendant, en tant qu'haïtien, de m'adresser à vous, Africains ou d'autres afro-descendants, c'est d'utiliser la langue du colon qui devient, pour ainsi dire, la langue passerelle entre nous. Or, si la langue n'était qu'un outil de communication, ce ne serait pas grave, mais c'est l'idée que la langue du maître devient un instrument de prestige. La langue du maître devient une vitrine d'intelligence, en sorte que
quand je veux charmer l'autre, quand je veux éblouir l'autre, quand je veux faire la démonstration de mon intelligence, je ne peux le faire dans ma langue maternelle, que je déteste hélas d'ailleurs, je dois le faire dans la langue du maître, qui devient la langue des gens civilisés. Par la scolarisation importée, donc le système éducatif que nous importons des pays tuteurs, des pays colonialistes, non seulement nous détestons nos langues, nous détestons, n'est-ce pas, notre culture, mais on nous impose d'autres archétypes. Qu'est-ce qu'on entend par archétype? L'idéal du beau. Qu'est-ce qu'un beau jeune homme noir? Regardez bien. Quand est-ce que vous et moi considérons qu'un homme est un bel homme? Lorsqu'il a des traits qui rappellent ceux de l'Européen. Le nez, la bouche, les cheveux, la façon de parler, la façon de se comporter. Et par la façon de se comporter, on sombre dans le maniérisme. Il faut imiter le colon. Vous savez, nous sommes à ce point, pour ainsi dire, asservis par le système éducatif des colons que nous sommes tous noirs. Et pourtant, à l'intérieur de nos familles noires, il y a des préjugés coloristes. Si tu as le teint un peu plus clair, tu es plus considéré par tes propres parents. Si tu as le teint plus foncé, non seulement on te considère comme étant laid, mais tu as moins de faveur, tu as moins de privilèges que l'autre qui a le teint plus pâle. Mais ça, les amis, c'est l'effet de la scolarisation. C'est pas pour rien, vous ai-je dit, que quand l'occidental veut procéder, n'est-ce pas, au génocide culturel, il se sert toujours des trois outils. La religion, pour nous policer, l'école, pour contrôler nos cerveaux. Nous haïssons les nôtres. Et c'est précisément ce que les Canadiens ont réussi avec les autochtones. Ils kidnappaient les enfants pendant 10 mois. Et quand je dis kidnapping, c'était un véritable kidnapping. Les parents autochtones n'avaient pas le choix. La police fédérale débarquait dans les réserves, le mot en soi est horrible. Ils arrachaient les enfants des bras de leurs parents. Ils les mettaient dans des autobus et ils les envoyaient dans des pensionnats qui furent, je l'ai dit, n'est-ce pas, de véritables camps de concentration. Et pendant 10 mois, ils matraquaient le cerveau de l'enfant de toutes sortes de préjugés. On lavait la peau des autochtones à l'aide de brosses à chevaux pour les rendre plus blancs, ces autochtones-là. On leur interdisait de parler leur langue maternelle. On leur interdisait de jouer à leur propre jeu, de chanter leurs propres chansons. Et imaginez, quand on renvoyait l'enfant pour des vacances pendant 2 mois chez lui, après un certain temps, l'enfant ne parlait plus la langue maternelle. D'ailleurs, il en avait honte. Il parlait français. Il n'arrivait même plus à communiquer avec sa grand-mère ou son grand-père. Et par l'école, on lui enseignait que ses ancêtres étaient des sauvages, plus près des animaux que des humains, et ceux qu'il lui fallait imiter en tant qu'enfant, c'était l'occidental. Quand on contrôle le cerveau d'un individu, on contrôle non seulement ses ressources, mais on contrôle sa personne. Faisons attention aujourd'hui, avec ces programmes de bourses que la France accorde à nos élites. Faisons attention aujourd'hui à ces programmes de bourses que la France accorde, ou bien que l'Empire britannique, que l'Espagne, que les États-Unis accordent, n'est-ce pas, à nos journalistes, ces gens qui vont étudier chez eux et qui reviennent avec de grands diplômes. Je suis pour l'éducation. Mais quand on reçoit l'éducation de son pire ennemi, faites-moi confiance,
L'éducation n'est pas une valeur ajoutée. L'éducation devient une arme dangereuse que l'ennemi va utiliser contre nos propres peuples. Ils ont choisi non seulement la religion, mais ils ont choisi l'école pour détruire l'Indien chez l'Indien. N'est-ce pas ce que l'école fait chez nous, les amis? Il y a un intellectuel des siècles passés, Louis-Joseph Janvier, qui nous a dit que l'école haïtienne, et il l'a dit avec raison, désapprend à l'haïtien à être haïtien. C'est très vrai. Moi, quand je finissais mes études secondaires en Haïti, je connaissais mieux la littérature française que la littérature haïtienne. J'ai dû me réconcilier avec la littérature haïtienne quand je suis arrivé en terre étrangère. À l'école haïtienne, on nous apprenait à aimer les autres langues, mais pas la langue maternelle. On nous disait que cette langue, le créole, a des limites et qu'on ne peut pas s'en servir pour enseigner, n'est-ce pas, le savoir, pour enseigner les mathématiques, pour enseigner autre chose. Mais quelle connerie! Mais on nous a entré ça dans la tête. Le pire, c'est qu'il y a encore des gens aujourd'hui dans l'élite haïtienne qui continuent à véhiculer ces mêmes bêtises. Mais en Afrique, c'est la même chose. Par l'école en Afrique, par le système éducatif chez vous en Afrique ou dans les Antilles, eh bien, la France, le Portugal, l'Espagne et les États-Unis se servent justement de l'école pour vous désafricaniser. Pour tuer en vous ce qu'il reste d'Africains, pour tuer en vous ce qui reste, n'est-ce pas, en tant qu'afro-descendants. Oui, l'éducation est une valeur ajoutée, mais souvent nous confondons éducation et scolarisation. Nous sommes scolarisés par nos tuteurs, nous sommes scolarisés par nos colons d'hier, mais nous ne sommes toujours pas éduqués. Avoir des diplômes ne signifie point être éduqué. Or, on se sert de l'école pour perpétrer le génocide culturel. Regardez, faites le tour de nos universités, faites le tour de nos écoles. Qu'y a-t-il d'Africains dans nos systèmes éducatifs? Qu'y a-t-il d'Africains dans le système éducatif haïtien? J'ajouterai, qu'y a-t-il de Guadeloupéens dans le système éducatif guadeloupéen? Qu'y a-t-il de Martiniquais? Je pourrais multiplier les exemples. Nous reproduisons le système éducatif de la France. Nous reproduisons le système éducatif de l'Empire britannique. Et ce n'est pas étonnant que nos pays, nos élites, nos populations restent soumis au tuteur parce que par l'école, le tuteur garde le contrôle, garde la mainmise sur nous. Comment arrive-t-il? En gardant la mainmise sur nos cerveaux. Le troisième outil, l'assimilation. Qu'est-ce que c'est que l'assimilation? C'est tuer la culture de l'autre en imposant sa propre culture. On en parlera après la pause. Avez-vous le dernier livre du docteur Jean Fils-Aimé? Si, le prochain livre du docteur Jean Fils-Aimé sort cette année. Il s'intitule « Être noir, une fabrication occidentale. Comment détruire la matrice ». Suivez nos annonces, vous pourrez le commander en pré-vente très bientôt. Le livre sera disponible en français et en anglais. Restez à l'afflux. On est ensemble. Pour mesurer le degré de génocide culturel que subit une communauté, je vous ai dit qu'on a 3 mesures, qu'on a 3 instruments de mesure. Le premier instrument de mesure, c'est la religion. Si vous voulez savoir à quel point un peuple subit un génocide culturel, regardez les religions qui sont les plus fréquentées chez ce peuple-là. Si ce sont des religions importées, vous pouvez conclure sans l'ombre d'un doute que cette communauté, ce peuple subit un génocide culturel. A contrario, un peuple véritablement libre, c'est un peuple qui choisit sa propre spiritualité. Vous voulez un exemple? La Chine. C'est pas pour rien que depuis le Moyen-Âge, depuis le Moyen-Âge, que timidement,
L'Occident essaie de coloniser la Chine par la religion chrétienne. Et plus tard, 16e, 17e siècle, à chaque fois, l'Occident se frappe à un mur. Et aujourd'hui que les autorités chinoises prennent véritablement leurs choses en main, eh bien, les Chinois ne vont pas laisser les religions occidentales s'installer chez eux comme si elles arrivaient, ces religions-là, dans un moulin. Pourquoi les religions importées s'installent-elles si facilement chez nous avec les résultats qu'on connaît? C'est parce qu'on subit ce génocide culturel. C'est par ces religions-là qu'on nous zombifie. C'est par ces religions-là qu'on enchaîne nos esprits. Donc, le premier instrument de mesure du génocide culturel que nous subissons, c'est la religion. Mesurons ou regardons la popularité des religions importées. Regardons d'où viennent ces religions et concluez que si ces religions-là viennent de l'Occident, et qu'elle soit populaire chez nous, eh bien, c'est l'Occident qui exerce son génocide culturel chez nous. Deuxième instrument de mesure, c'est quoi? C'est l'école, nous venons de le voir. Nos systèmes éducatifs sont tous sauf nationaux. Nous reproduisons les savoirs de l'autre. Nous répétons les modes de savoir de l'autre. Et le troisième instrument de mesure, c'est l'assimilation. Je vais vous donner quelques exemples concrets d'assimilation. Ouvrez la télé chez vous. Et dites-moi quel pourcentage la programmation de la télé réserve-t-elle au contenu national? Si la télé chez vous fonctionne 24 heures sur 24, dites-moi sur les 24 heures, combien y a-t-il d'émissions importées? Combien y a-t-il de films importés? Combien y a-t-il de feuilletons importés? Si votre télévision chez vous fonctionne 24 heures sur 24, dites-moi en quelle langue majoritairement le personnel de la télévision s'adresse-t-il à vous? Et là, vous allez voir de qui vous subissez le génocide culturel. La dernière fois que j'ai été dans mon pays d'origine, il y a 4 ans, j'étais à l'hôtel et puis je zappais, comme on dit. Et puis, la programmation de la télévision nationale d'Haïti, les amis. Je parle pas d'une télévision privée. La télévision nationale d'Haïti, dans sa programmation, passait des feuilletons dominicains. Les dominicains qui ne nous aiment pas. Cette télévision nationale passait des feuilletons américains. Cette télévision nationale passait des feuilletons, n'est-ce pas, français. Et une part congrue était réservée à la production locale. Et là, on est étonné du fait que nous demeurons attachés à ces pays tuteurs. Voyons donc. L'influence culturelle est une arme terrible aux mains du tuteur pour nous garder soumis. Autre exemple. Je viens de parler de la télé, je peux aussi parler, n'est-ce pas, de la radio. Ah, moi quand j'étais jeune, eh bien, on prenait plaisir à avoir nos cahiers de chansons. Et quel type de chansons on chantait? Quel type de chansons on avait dans nos cahiers de chansonnettes? C'était les fameuses chansonnettes françaises. Il y avait beaucoup plus d'émissions en mon enfance consacrées aux chansonnettes françaises qu'aux chansons haïtiennes. Bien sûr qu'il y avait quelques émissions réservées à la musique haïtienne, mais oups, la part du lion était réservée à d'autres émissions. Émissions de musique espagnole, émissions de musique anglaise, émissions de musique française et une part congrue à la musique haïtienne. C'est peut-être la même chose aujourd'hui chez vous. Avançons. Allons dans nos librairies. Ah oui, bien sûr. Je suis en train de voir avec vous, n'est-ce pas, les outils de diffusion d'une culture. Allons dans nos librairies. Quel pourcentage de livres locaux sont vendus dans nos librairies? Entrez dans une librairie qui a du succès chez vous en Afrique, là. Allez dans une librairie qui a du succès chez vous dans les Antilles. Allez dans une librairie qui a du succès chez vous, pays d'afro-descendants. Vous allez voir, l'immense majorité des livres est importée. Et il y a un petit rayon de livres pour les auteurs locaux. Et on les regarde de haut, hein.
En sorte que un auteur local est considéré si une émission étrangère parle de lui. Si un pays tuteur considère cet homme comme un grand auteur, s'il reçoit un grand prix d'un pays tuteur, alors nous commençons à l'apprécier, mais avant on le méprisait. Vous voulez mesurer le génocide culturel que nous subissons? Fine. Notre cuisine maintenant. Vous savez qu'il y a des Haïtiens, vous savez qu'il y a des Africains, vous savez qu'il y a des Afro-descendants qui, en terre étrangère, quand ils mangent dans la cafétéria de leur travail, sont gênés d'apporter leur propre cuisine. Ah, mais je vais pas manger ça devant des Blancs, voyons. Mais non, ça, on le mange lorsqu'on est entre nous, parce que cette odeur, parce que cette bouffe, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? L'influence culturelle, chers amis, s'installe même dans nos cuisines. C'est vrai que de temps en temps, là, on va dans un restaurant africain, on va dans un restaurant d'afro-descendants, mais quand on veut faire bonne figure, quand on veut faire grande impression, on va dans un restaurant français, on va dans un restaurant américain manger des hamburgers. Et l'hamburger qui est de la malbouffe est perçu comme étant supérieur à nos cuisines, à nous les amis. Ça, c'est l'influence culturelle. Et c'est vraiment par l'influence culturelle que les pays tuteurs opèrent leur génocide identitaire. C'est vraiment par l'influence culturelle que les pays tuteurs, n'est-ce pas, opèrent leur génocide culturel. Quel film nos jeunes regardent-ils? Oh là là. Vous êtes abonné à Netflix? Je ne veux pas faire de publicité pour Netflix. Vous êtes abonné à que sais-je encore d'autres chaînes de ce genre? Mais quel type de film nos jeunes consomment-ils? Quel type de programme regardent-ils? Dans quelle langue écoutent-ils ces programmes? Eh bien, nous sommes en train, génération après génération, de perdre un peu plus d'influence sur notre propre jeunesse au profit de l'influence culturelle des étrangers. Vous voulez mesurer l'influence étrangère sur notre identité? Regardez, quelle danse nos jeunes d'aujourd'hui pratiquent-ils? Moi, quand j'étais jeune en Haïti, mais aller à l'école de danse, c'était pas pour apprendre des danses folkloriques haïtiennes. Mais c'était considéré comme des danses de sauvages. On allait à l'école de danse pour apprendre des danses européennes. C'est ce qui faisait montre de bonne société. Et vous savez comment les Noirs sont revenus à leur propre danse? Parce que des étrangers développent une curiosité par rapport à nos danses. Les étrangers développent une curiosité par rapport à nos musiques. Les étrangers développent une curiosité par rapport à nos styles de vie. Et puisque les étrangers deviennent curieux de ces choses-là, par la porte d'en arrière, nous revenons à ce qui nous appartenait, les amis. Faisons attention à la manière dont l'occidental est en train de nous détruire. Vous savez, pour détruire un peuple, il n'est plus nécessaire aujourd'hui de prendre le canon. Pour détruire un peuple, il n'est plus nécessaire aujourd'hui de prendre le fusil. On détruit un peuple par le génocide culturel. Les religions importées, l'école et l'influence culturelle. Et vous savez, nos gouvernements ne sont même pas suffisamment lucides pour avoir un budget sérieux de manière à encourager la culture locale. Dites-moi, est-ce qu'il y a de véritables programmes conçus et mis en place par nos gouvernements respectifs pour encourager la production de nos auteurs, pour encourager des films locaux, pour encourager la production musicale, pour encourager la production théâtrale? Non, ils s'en foutent. Si vous regardez le budget de nos pays respectifs, la culture, c'est précisément le cordonnier mal chaussé. On va encourager autre chose, on va investir dans l'armée. Ah oui, parce qu'on achète les armes des autres. Mais
quelle part, quelle partie, quel pourcentage des budgets nationaux est réservé à la production ou à la sauvegarde de la culture? On s'en fout. Nos salles de cinéma sont inondées par des films étrangers. Nos stations de radio, donc nos ondes publiques, sont inondées par des musiques étrangères. Nos chaînes de télévision diffusent, n'est-ce pas, à la journée longue des émissions étrangères. Et on s'étonne que les jeunes soient plus fiers d'être, n'est-ce pas, des Français à peau noire ou d'être des Américains que d'être de véritables Africains. Et puisque je parle de peau, les amis, on ne compte plus les études aujourd'hui qui lancent la sonnette d'alarme sur le problème du cancer de la peau que nos jeunes sont en train d'aller chercher. Je dis bien, c'est eux qui sont allés chercher ce type de cancer-là. Parce qu'ils ont honte de leur peau. Ils sont gênés de leur teint foncé. Ils veulent à ce point ressembler, n'est-ce pas, aux blancs, qu'ils vont acheter des crèmes blanchissantes. Mais la question c'est, pourquoi nos gouvernements laissent-ils entrer ces produits nocifs? Pourquoi nos gouvernements laissent-ils entrer ces produits destructeurs de la jeunesse, ces produits destructeurs de l'identité des Noirs? Nous avons honte de nos cheveux. Nous avons honte de notre faciès. Nous avons honte de nos langues. Nous avons honte de la couleur de nos peaux. De notre peau, que dis-je, et entre-temps, l'occidental continue à garder une mainmise sur nos ressources. Pourquoi a-t-il une mainmise sur nos ressources? Parce qu'il enchaîne nos cerveaux, parce qu'il enchaîne nos esprits par le génocide culturel. Regardons quelques-uns des effets délétères de chacun de ces instruments du génocide culturel. Qu'est-ce que notre ennemi d'hier, notre ennemi d'aujourd'hui, que dis-je, réalise par le premier M là? La mission, l'Église, la religion. Le premier effet qu'il obtient en nous imposant sa religion, c'est de nous déresponsabiliser. Vous savez, nos églises chez nous ne nous enseignent point à aimer nos pays. Nos églises ne nous enseignent point à développer nos pays. Nos églises ne nous enseignent point à être vigilants par rapport aux dirigeants que nous nous donnons. Nos églises ne nous enseignent plus, n'est-ce pas, la responsabilité individuelle. Qu'est-ce que nos églises nous enseignent? À regarder les yeux sur Jésus, à compter sur Dieu. Nos églises nous enseignent à prier. Nos églises nous enseignent le ciel. Nos églises nous enseignent, n'est-ce pas, le pardon, etc. Et pendant que nous perdons, je dis bien c'est une perte de temps, pendant que nous perdons nos temps, dans toutes ces histoires-là, j'aime à dire, les politiciens continuent de partir avec la caisse de l'État et les tuteurs d'hier continuent de faire main basse sur nos ressources. Et là, comme au bon vieux temps de l'esclavage, par la religion, on garde la population soumise. La population est sous coupe réglée par le Jésus blanc aux yeux bleus. Qu'est-ce que nos ennemis obtiennent par la scolarisation, que nous appelons improprement l'éducation? Eh bien, par la scolarisation, nos ennemis construisent une élite antinationaliste, une élite antipatriotique, une élite transnationale. Dans tout pays occidental où l'État se donne un système éducatif national, on a une élite nationale qui se préoccupe du bien-être de sa population, qui se préoccupe de l'avancement, n'est-ce pas, de son pays. Mais dans nos pays respectifs, l'école produit, répétais-je, des élites antinationalistes, des élites antipatriotiques, des élites transnationales, qui ont leur bien ailleurs, mais qui ne se préoccupent pas du bien-être de la population, qui ne se préoccupent pas du niveau de vie de la population. Nos élites ne construisent pas des hôpitaux. Pour quelle raison? Parce que, à la première maladie, elles prennent
ces élites-là un avion ambulance et se rendent à l'étranger. Nos élites n'investissent pas dans des recherches afin que nos universités soient de véritables lieux de production de savoir. Pour quelle raison? Parce que leurs enfants à elles étudient ailleurs. Nos élites ne se préoccupent pas, n'est-ce pas, de bonnes politiques publiques parce qu'elles s'en mettent les poches en mettant en place justement des politiques anti-peuple. Et qu'est-ce que nos ennemis d'aujourd'hui réussissent par l'assimilation culturelle? Ça, c'est le coup le plus terrible. Par l'assimilation culturelle, nos ennemis d'aujourd'hui détruisent notre fierté. Nos ennemis d'aujourd'hui détruisent notre jeunesse. Nos ennemis d'aujourd'hui nous enlèvent tout avenir par l'assimilation culturelle. Que faire? Eh bien, je vous ai montré du doigt les 3 outils les plus terribles et probablement les outils qui sont responsables de notre sous-développement. Que faire? Ben, il faut se débarrasser. Il faut se débarrasser des religions importées. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu importé. Nous n'avons pas besoin d'un Jésus importé. Nos ancêtres avaient une spiritualité grâce à laquelle ils étaient en connexion avec, n'est-ce pas, le Créateur. Et nous avons laissé des étrangers venir nous dire que notre spiritualité était de la superstition, mais que c'est eux, ces étrangers-là, qui ont la bonne religion, comme on l'a vu dans le cas d'Haïti. C'est exactement la même chose qui s'est produite, n'est-ce pas, dans tous les pays africains. Il faut réduire à leur plus simple expression les religions importées chez nous. Qu'est-ce qu'il faut faire de l'école? Il faut révolutionner l'école. Nous n'avons pas encore de système éducatif national. Nous continuons à importer ce que les Occidentaux nous ont imposé comme savoir. Nous ne sommes que des répétiteurs des savoirs occidentaux. Nous avons besoin de révolutionner nos écoles pour qu'elles répondent à nos cultures, pour qu'elles répondent à nos traditions et pour qu'elles correspondent, ces écoles-là, aux besoins de nos marchés. Et nous avons besoin finalement de reprendre en main notre fierté culturelle. Veillez à ce que nos ondes, veillez à ce que nos librairies, veillez à ce que nos médias ne soient pas envahis par du contenu culturel étranger. Et le meilleur exemple dans ce sens-là, c'est la Chine. La Chine ne va pas passer, n'est-ce pas, à longueur de journée, du contenu américain dans sa télévision. La Chine ne va pas passer à longueur de journée du contenu étranger dans ses stations de radio qui sont des ondes publiques. Il n'y a que nous, les Africains. Il n'y a que nous, les Afro-descendants. Il n'y a que nous, les descendants d'esclaves, pour apprécier à ce point tel nos maîtres que nous ouvrons nos frontières à l'influence culturelle étrangère. Dans l'espérance que l'émission d'aujourd'hui va nous faire réfléchir, dans l'espérance que l'émission d'aujourd'hui va nous faire prendre conscience que dans sa tentative de nous contrôler, que dis-je, dans son contrôle effectif, l'étranger ne sort plus une baïonnette. L'étranger ne sort plus une canonnière. L'étranger nous contrôle effectivement en nous imposant sa religion, en nous imposant son paradigme éducatif et en nous imposant sa culture par l'assimilation. Tout cela s'appelle le génocide culturel. La chaîne la plus terrible, ce n'est pas la chaîne qu'on nous met au pied. Cette chaîne-là, on s'en est débarrassé. La chaîne la plus terrible, c'est la chaîne que le pays tuteur, c'est la chaîne que l'esclavagiste d'hier, c'est la chaîne que le néocolonialiste d'aujourd'hui place autour de notre esprit. Débarrassons-nous de cette chaîne, libérons-nous et faisons avancer nos pays respectifs. Dans l'espérance de vous avoir été utile, je vous souhaite une excellente semaine. Likez si vous aimez l'émission d'aujourd'hui, sharez, partagez-la dans vos réseaux respectifs.
abonnez-vous. Si c'est déjà fait, invitez les autres à s'abonner. Et dans tous les cas, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Ne l'oublions pas, on est ensemble. Au revoir, bonne semaine. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine. On réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles. Et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources. Nous prenons conscience de notre identité. Et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va.